Je suis Hugo. Je travaille à SOAT en tant que euh, chef de l'équipe de consultants data. Et en ce moment, particulièrement, je suis sur une mission à Ubisoft où je travaille sur la machine platform, le projet de machine learning platform de Ubisoft. Bonjour à tous, moi Cyril Cherfaoui, je suis data scientist donc au sein de SWAT. J'ai été sur plusieurs missions en data science, notamment à la Société Générale et aussi à Ubisoft où j'ai participé à l'élaboration de la machine learning platform. Voilà. D'où le sujet de notre présentation aujourd'hui. Les machine learning platform. Euh, donc, on va parler de machine learning platform, mais c'est surtout aussi l'occasion de parler de machine learning à l'échelle. Donc là, j'ai pris une citation du blog technique de Facebook où en 2016, ils avaient déjà entraîné plus d'1 million de modèles et ils étaient à un taux de prédiction par seconde, en tout cas un taux d'utilisation du machine learning assez impressionnant. Ça fait une dizaine d'années que le machine learning est arrivé dans un grand nombre de sociétés. Les défis d'aujourd'hui, c'est vraiment de maîtriser la mise à l'échelle et le fait de ne pas déployer un seul modèle, mais des dizaines, voire plus quand on s'appelle Facebook. Donc, euh, pendant ce webinaire, on va vous parler, on va déjà rappeler en fait les bases d'un projet data science. Ça sera en fait l'occasion de détailler les pain points qu'on peut retrouver à chaque étape du projet. Et, euh, et ensuite, on va regarder comment les grands groupes, style Facebook, Uber, etc., comment en fait ils sont attaqués au problème et comment en fait leurs solutions elles convergent vers ce qui est maintenant communément appelé les machine learning platforms. Euh, une fois avoir vu ce qu'en font les grands groupes, on ira dans le détail un peu des grands composants qu'on retrouve dans chaque solution dite de MLP. Et puis, à la fin, l'impact que ça aura sur les métiers data. Et là, je te laisse la parole. Yes, donc je reprends la main afin de faire donc un petit rappel sur qu'est-ce qu'un projet data science, quels sont les différents acteurs qui interviennent dedans et comment le tout s'articule pour livrer un modèle en production. Donc, on va essayer de voir ensemble un cycle, on va dire, de projet data. Ça reste encore un beau cycle. Hein. Dans la pratique, chacun essaie de contourner à sa façon les contraintes qu'elles peuvent être métiers, techniques ou autres. Mais généralement, on essaie de tendre vers un schéma comme ça qui représente, qui englobe… Ah, il manque une flèche. Qui englobe les projets data science. Donc, tout projet data science commence par une problématique métier. Donc, elle est fixée par le client ou le stakeholder, donc, qui va définir quel est l'objectif du projet, quelles sont ses attentes et est-ce que l'objectif est atteignable ou pas. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est l'accès aux données. Est-ce qu'on a les données pour répondre à cette problématique, de quoi entraîner notre modèle? Si on n'a pas les données, est-ce qu'on peut en générer avec de fausses données ou autres et afin d'avoir le volume nécessaire pour entraîner un voire plusieurs modèles. Une fois qu'on a réglé la problématique d'accès aux données, qu'elles répondent bien aux normes de sécurité, qu'elles respectent toutes les contraintes RGPD et qu'elles sont exploitables telles quelles, on peut s'attaquer ensuite à la troisième partie. Alors, je suis désolé pour la slide, je ne sais pas pourquoi il manque une flèche. Enfin, mais Je te la rachète. Ensuite, on va s'attaquer au nettoyage des données. Le nettoyage des données, c'est une des parties les plus importantes de tout projet data science, bien avant la conception, la modélisation ou encore la validation des modèles, car elle va nous permettre, c'est les données qui décident de quel modèle on va choisir et surtout, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif qui est fixé par le métier ou pas. Une fois qu'on a donc nos données, elles sont accessibles, elles sont nettoyées, clean et on peut directement s'en servir, elles sont au bon format. On passe à la conception de notre modèle, ce qu'on appelle tout couramment la modélisation en fait. On choisit donc un modèle
parmi tant d'autres. En fait, il n'y a pas de meilleur modèle. Tout dépend quel est l'objectif qui est défini par le métier. On s'assure que les données matchent bien avec les entrées de nos modèles et surtout la sortie. Et on commence à itérer afin de… On peut concevoir un, voire plusieurs modèles afin de répondre à la même problématique. Et le but, bien sûr, étant donné de choisir le meilleur modèle qui répond à la problématique. Toute problématique métier, c'est 90% des projets de data science, c'est la même chose. C'est toujours minimiser une perte ou maximiser un gain afin d'apporter de la valeur ajoutée donc, au client. Une fois qu'on a conçu un modèle, voire plusieurs, et qu'on a réussi à avoir un modèle assez stable et résilient qui nous fournit des inférences dans des temps acceptables, on valide le modèle. Donc, c'est l'étape 5, c'est l'évaluation du modèle et la validation, où on va tester notre modèle déjà en pré-production. Est-ce qu'il répond bien? Est-ce que le modèle tient la charge? Et surtout, la technique de déploiement, ça peut être via une API ou autre. Et ensuite, on passe à la phase d'industrialisation et du déploiement, qui est généralement faite par les Ops ou en collaboration avec les data scientists. Globalement, aujourd'hui, tous les modèles qu'on essaie de mettre en production, on les déploie via des conteneurs Docker parce que ça épouse bien notre problématique de scalabilité. Mais on en parlera un peu plus dans le détail ensuite. Ici, on va essayer de voir ensemble les différents acteurs qui interviennent lors d'un projet data science. Donc, c'est des périmètres bien définis. Le stakeholder, il définit sa problématique ainsi que l'objectif. Son intervention va être très, très structurante en fait, durant le projet, indépendamment de sa maturité ou de la maturité de l'équipe. Parce que c'est lui qui fixe les règles du jeu, tout simplement. Quelle est la problématique et comment on y arrive. Ensuite, il y a le deuxième acteur, c'est l'équipe de data engineering ou le data engineer qui, lui, va nous assurer donc l'accès aux données. Comme je vous l'avais dit au début, elle peut être diverse. Donc, on peut avoir plusieurs sources de données ou encore, on peut avoir des données qui ne sont pas du tout formalisées. Et c'est au data engineer de faire le travail afin de nous fournir un dataset qui est clean, qui est prêt, on va dire, à l'exploitation. Vient ensuite la partie des data scientists pour la conception et l'évaluation du modèle. Là, il y aura toujours une itération, donc c'est rare, enfin vous le savez déjà, mais on ne tombe jamais sur le bon modèle, ça marche que dans les tutos, et même dans les tutos, si on n'a pas les bonnes librairies, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va itérer jusqu'à trouver un modèle assez stable et résilient qui répond à notre problématique, et ensuite on passe aux Ops ou les Data Ops qui vont maîtriser l'infrastructure technique et toutes les contraintes du client. Donc, ça peut être des contraintes de sécurité, des contraintes métiers ou des contraintes tout simplement techniques, en fait, parce qu'il faut se greffer sur un système qui est déjà existant et on n'a pas tout le temps la possibilité de partir from scratch et de monter donc un projet dans notre coin. Et c'est généralement le cas. Donc, ça, c'est pour le tour d'horizon des acteurs qui interviennent lors d'un projet data science. C'est à peu près tout le temps la même chose. Le data scientist, lui, peut intervenir donc, dans les différentes parties. Donc, c'est un peu l'élément central d'un projet data science, hein, c'est tout à fait normal. Il va discuter plutôt avec le stakeholder pour voir quelles sont ses attentes. Puis, il va expliquer au data engineer qu'est-ce qu'il attend de lui pour lui fournir le dataset. Il peut voire même contribuer ou le faire à sa place. Un data scientist doit être un peu transverse, au fait. Et ensuite, il va aussi discuter avec les Ops afin de leur spécifier la manière dont il veut déployer son modèle, dans la manière dont le modèle fournit des inférences, comment les récupérer, ainsi de suite. Donc, il doit à peu près maîtriser tout l'environnement technique et avoir une discussion fluide avec tous les acteurs lors du projet. Une fois qu'on a vu ça, maintenant, on va s'attaquer donc aux problématiques de chaque acteur. Le stakeholder, celui qui définit la problématique, peut avoir donc plusieurs spécificités métiers. Il peut avoir un environnement technique, voire plusieurs, tout dépend des projets. Il peut avoir plusieurs projets de machine learning en même temps. Il doit préciser un objectif qui est clair et réalisable et il doit mettre les ressources à disposition. Les ressources, elles peuvent être les données, par exemple, ou encore les machines, que ce soit sur le cloud, en physique, etc., afin d'effectuer le projet.
Parmi les pain points d'un stakeholder, donc il peut avoir à gérer plusieurs projets de machine learning en même temps, on peut avoir une problème évolutive. Imaginons comme dans un projet de détection de fraude et qu'on se base sur les données d'hier. Il y a un batch de données qui arrive tous les matins afin de lancer l'entraînement de notre modèle. Donc, la problématique, elle évolue vu que les données changent tout le temps, en fait, tous les matins. Même si l'objectif est tout le temps le même, mais on a quand même une problématique qui évolue. Parmi les pain points aussi, c'est d'être, on va dire, c'est d'avoir un objectif qui n'est pas trop clair et d'être beaucoup trop gourmand en fait à chercher tout le temps le meilleur et le meilleur modèle. Ou encore une fois, la difficulté de suivre les coûts et de budgétisation ou de supervision des projets de data science. Ça, c'est ce qui concerne la partie métier. Pour les data engineers, eux, donc voici quelques tâches usuelles lors de la conception d'un modèle. Hein, vous les connaissez. Donc, on commence par extraire les données. On peut avoir une seule source, on peut en avoir plusieurs. Ensuite, on passe à la partie cleaning. La feature sélection, on ne va pas trop rentrer dans le détail. On aurait pu faire un webinaire entier dessus. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps de trop rentrer dans le détail dans celui-ci. Et ensuite, on a la conversion des formats. Vous savez, tout dépend si on travaille sur un data lake, des bases de données ou on récupère, je ne sais pas, on scrape des données sur Twitter ou autre. La conversion de format de données est super importante puisque le modèle va se baser dessus. Donc, il faudrait qu'elle matche dessus. Et les modèles ne prennent pas tout le temps le même format. Donc, il faudrait que le data engineer, lui, arrive à matcher les deux. Parmi ces pain points, donc, on revient sur la même chose, hein, c'est d'essayer de ramener plusieurs sources de données en même temps et d'en faire qu'un seul dataset clean et utilisable pour le data scientist. On peut avoir les données qui changent et si les données changent, la feature sélection change et si la feature sélection change, l'entraînement va changer, le modèle va changer. C'est un peu un cercle, tout s'épouse en fait, au même temps, donc tout se base sur nos données. Encore une fois, le data engineering doit s'assurer de fournir les données d'une qualité au fait acceptable, car peu importe le modèle que vous déployez, peu importe le modèle qu'on choisit pour répondre à notre problématique, avant tout, il va se reposer sur la qualité de nos données. On peut prendre la Rolls-Royce des modèles de machine learning. Si on a des données de très mauvaise qualité, ça risque difficile d'obtenir quelque chose au fait de ce modèle-là. Et ensuite, il y a la partie de la mise à jour des features du modèle. Donc, si les données changent, on doit aussi mettre à jour nos features. Et on peut aussi souligner, par exemple, s'il y a un incident au niveau des sources. Donc, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, imaginons que nous travaillons sur un projet de détection de fraude et que les données arrivent quotidiennement, donc la matinée. Et que nous, par exemple, on a un insight qui va nous dire, voilà, il y a les données qui sont arrivées et il y a une pipeline pour l'entraînement de modèles qui se lance. Si les données n'arrivent pas, notre modèle ne pourra pas s'entraîner. Donc, ça se répercute aussi sur la scalabilité et la livraison de ce modèle. Ça, c'est concernant la partie data engineering. Maintenant, on va passer à la partie data science. Donc, la modeling et validation du modèle. Donc, le parcours classique, on split les données, on choisit un modèle, on commence à modeler, on entraîne le modèle sur un jeu de données spécialement fait pour, puis on le teste sur un autre et ensuite on le valide selon les critères discutés bien avant avec les stakeholders. Parmi les pain points d'un data scientist, on commence déjà par le choix du modèle ou des modèles. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de meilleur modèle, hein, tout dépend de ce qu'on veut faire. Il y a plusieurs méthodes de validation. Donc, il faudrait aussi en discuter avec l'ensemble de l'équipe data science, mais aussi avec le stakeholder. À quel moment on dit que ce modèle-là, il est acceptable et qu'on peut le mettre en production. Il y a la problématique de la mise à jour des features du modèle, donc, qui revient au changement dans les données ou encore à une problématique évolutive. Et ensuite, comment on gère nos modèles. On ne va pas s'amuser à entraîner modèle par modèle, mais on va plutôt faire des expériences, en entraîner plein. Et ensuite, on va déployer un modèle en production. Sauf que le modèle, il est mis à jour. Donc, on déploie d'autres modèles. On va toujours travailler sur le même exemple de détection de fraude. Donc, le modèle d'hier, on déploie un nouveau aujourd'hui. Et celui d'hier, il faudrait quand même qu'on le garde bien au chaud pour déjà expliquer les inférences qu'il a fournies lors de la journée d'hier, mais aussi le comparer avec les autres modèles à suivre. C'est ce qu'on appelle l'artefact lifecycle.
afin de gérer au fait la vie de ce modèle-là. À quel moment on dit qu'il est archivé, on n'a plus besoin, et à quel moment on doit toujours le garder au chaud, au cas où on pourra toujours le faire remonter en production. Et c'est ce qui pose le problème de la scalabilité des expériences, car un data scientist ne va pas attendre que son modèle est fini, de s'entraîner ou voire même de le valider. Tout dépend de la problématique sur laquelle on travaille, mais les temps d'entraînement peuvent être très très longs en fait, et très très grands, et il faut être très patient. Et nous, on aimerait lancer plusieurs entraînements en même temps. Ça, c'est l'une des problématiques phares des data scientists. Et les dernières problématiques, donc c'est lors des déploiements. Vous le savez peut-être, mais il y a 90% des modèles qui ne sont pas amenés en production, hein, donc ça finit toujours à l'étape de POC. Et donc on aimerait faire un déploiement régulier, quotidien, mensuel ou autre de nos modèles. On aimerait aussi déployer plusieurs modèles pour le même cas. Donc, par exemple, sur notre projet de détection de fraude, on aimerait déployer plusieurs modèles qui fournissent des inférences. Et ensuite, notre inférence finale, ça serait par exemple la moyenne de toutes les inférences de nos modèles. Et c'est l'une des problématiques en data science aujourd'hui. Donc, l'architecture est un peu spécifique lorsqu'on veut déployer plusieurs modèles en même temps. Puis, donc, on revient à notre histoire d'archivage des modèles. Et pour finir, c'est le suivi des coûts et des ressources du projet. Le client, il aimerait bien avoir une visibilité totale sur ce qui se passe dans les divers projets de data science, quels sont les coûts et les ressources utilisées et comment les choses avancent. Donc, on a fait un petit tour d'horizon sur tous les pain points des différents acteurs qui interviennent lors d'un projet de data science. Et tous ces pain points-là, tous ces blocages-là, ces petites problématiques, elles convergent tous vers une seule et même solution. C'est le pouvoir de scaler très rapidement, le pouvoir de déployer plusieurs modèles régulièrement et surtout les archiver et garder un historique, et garder aussi un visuel sur les coûts et les ressources. Et pour cela, il y a la machine learning platform qui arrive afin d'essayer d'automatiser certaines choses et de réguler tout ça. Je laisse la main donc à Hugo et on va faire un petit tour d'horizon sur les machine learning plateformes existantes. Voilà. Donc, on vient de finir le tour d'horizon des problèmes que beaucoup d'entreprises rencontrent sur beaucoup de projets machine learning et en particulier, ces problèmes-là sont les problèmes qui vont les empêcher d'aller jusqu'à la production ou alors qui vont les empêcher d'aller en production avec la vélocité qu'ils souhaitent. Et en fait, ces problèmes-là, comme on les retrouve à chaque fois, en fait, un certain nombre de grands acteurs se sont construits leurs propres solutions, généralement qu'ils appellent plateforme ou machine learning platform. Et on retrouve des bons exemples d'inspiration pour construire sa propre plateforme. Donc, on commence avec FB Learner, qui est la plateforme développée par Facebook. Et dans ce slide, et comme dans les quelques slides qui vont suivre, en fait, je suis allé chercher en fait, les informations sur les sites, sur les blogs techniques des différents géants qui parlent de leur machine learning platform et qui, en fait, en décrivent les caractéristiques. On n'entrera pas dans les caractéristiques techniques de chaque machine learning platform, mais déjà, dans l'ambition, on voit en fait qu'est-ce qu'ils essayent de faire et qu'est-ce qu'ils essayent de résoudre. Et dans la partie suivante, on rentrera plus dans la partie un peu technique, les composants. Donc, chez Facebook, on voit que les ambitions, c'est pouvoir réutiliser. Quand on fait des choses, on veut les faire qu'une seule fois parce qu'il y a énormément de choses qui se ressemblent d'un projet à l'autre. On veut paralléliser, on veut paralléliser pour pouvoir faire des expériments et des expériments sur des dizaines de modèles, sur des dizaines de datasets pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Ils veulent aussi que ce soit accessible. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de groupes. Populariser l'utilisation du machine learning, qu'il y ait un grand nombre d'acteurs qui puissent faire des POC et qu'ensuite, la machine learning plateforme aide à passer de POC à production. Il y a aussi la notion d'automatisation qui va avec le fait que ce soit facile à utiliser parce que quand tout est automatisé, on peut se concentrer
et customiser juste les parties dont on est expert et laisser faire l'automatisation sur les parties qu'on maîtrise moins. Il y a aussi cette notion de garder une trace des différentes expériences qui ont été faites. Donc, expérience, c'est vraiment le fait d'entraîner un modèle sur un dataset précis. Et puis, on fait 10, 100 expériences pour voir ce qui marche le mieux. Si on regarde Uber Michelangelo, il y a marqué Michelangelo, mais c'est Michelangelo. Donc là, on retrouve à peu près les mêmes ambitions. Ils ont voulu faire quelque chose qui est scalable, qui est stable, qui est reproductible. Donc, on retrouve cette problématique de on veut faire les choses une fois et puis pouvoir les réutiliser. Easy to use, pareil. Leur grosse ambition avec Michelangelo, c'est qu'il y ait des gens qui soient pas ou très peu formés à la data science, qui puissent utiliser la plateforme et mettre en ligne des modèles. Et l'automatisation, encore une fois. Airbnb, Big Ed, on retrouve, eux, ils ont une approche un petit peu différente, mais on retrouve quand même easy to use, versatile, donc le fait que ça supporte un peu tous les use cases et aussi tous les grands frameworks, TensorFlow, etc., pour toucher un grand nombre de collaborateurs. Consistent, c'est le fait qu'on puisse facilement passer du prototype à la production, et scalable, évidemment. Pareil, vous pouvez regarder chez Pinterest, chez Twitter, chez Spotify, on retrouve le même type d'ambition. Donc, Pinterest, ils n'ont pas vraiment donné de nom à leur plateforme. Twitter, c'est Cortex Platform Tool. Spotify, c'est juste tout simplement ML Platform. Et il y a encore plein d'autres grands acteurs du web, du numérique, qui en fait parlent assez longuement et en détail de leur ML Platform et qui sont des grandes sources d'inspiration si vous avez un projet similaire ou si vous avez des projets de machine learning et que vous voulez tendre vers plus de réutilisabilité, plus de conventions, etc. Donc, les points clés à retenir, c'est pour tous ces acteurs, à chaque fois, l'ambition, elle converge vers plus d'industrialisation. Donc, vraiment, la problématique de passer en prod, plus d'automatisation. On veut qu'il y ait moins d'étapes manuelles, on veut que ça soit comme en dev, qu'on fasse des déploiements en un clic. Il y a la notion de centraliser. On veut qu'un data scientist qui ait travaillé sur une problématique et qui ait développé peut-être des features pour cette problématique-là, ces features, elles puissent être réutilisées ailleurs. On veut que deux équipes qui ne se parlent pas, elles puissent quand même s'échanger des modèles ou au moins voir ce qui a été fait par l'autre équipe pour en retirer des connaissances, voire même repliquer une partie du code, etc. Encourager les conventions, ça va avec cette notion d'industrialisation, mais vraiment, on le retrouve dans chaque article de blog technique. Alors, pour certains, c'est encourager les conventions. Pour d'autres, c'est même forcer les conventions. Mais en tout cas, c'est cette idée que, par exemple, si on fait une gateway, on ne fasse pas une gateway sur mesure à chaque fois. On fasse une seule gateway, qu'elles se ressemblent toutes, qu'elles utilisent peut-être le même protocole, etc. Et en fait, forcer un peu toutes les équipes data qui peuvent être vachement en silo, à partager les mêmes conventions techniques et faciliter la réutilisation. Et ensuite, on retrouve toujours la facilité d'utilisation. Donc, que ce soit pour pouvoir permettre à des gens qui maîtrisent plus ou moins bien le machine learning, la data science, ou alors facilité d'utilisation, ça peut être quelqu'un qui est très expert sur, je ne sais pas, par exemple, mettons, on a un expert des réseaux de neurones, il n'est pas forcément expert du déploiement ou il n'est pas forcément expert du data engineering. Donc, on va vouloir faciliter ces deux aspects-là pour lui et qui se concentre sur son expertise. Évidemment, les géants du cloud, ils n'ont pas loupé le coche, ils s'y mettent aussi.
Donc, Amazon, ils ont le service SageMaker qui permet de manager des modèles, de manager des entraînements, etc. Pareil, chez Azure, il y a Azuria et chez Google Cloud, il y a Cloudia. Chez IBM, il y a Watson. Donc ça c'est les solutions propriétaires. Mais en fait, on voit aussi que Amazon, ils se positionnent sur du open source. Donc, ils sont associés avec Netflix pour open sourcer la machine learning platform de Netflix qui s'appelle Metaflow. Et Azure s'est associé avec Databricks et pas mal d'autres acteurs comme Criteo, etc. pour open sourcer une plateforme qui s'appelle MLflow, qui est très bien, qui est très axée sur la gestion d'expériments. Donc maintenant qu'on a vu un peu l'ambition qu'il y avait derrière les MLP, on va voir rapidement les 3 gros composants d'une machine learning platform. Le premier composant, c'est les features. Donc, le feature store, c'est une archi qui est assez proche d'un data lake, mais ça va être une variation d'un data lake qui est vraiment dédiée au calcul de features. Donc, les features, pour rappel, c'est on a des données brutes, on leur fait subir des transformations pour qu'elles puissent servir soit à l'entraînement, soit à la prédiction par un modèle, et ça devient des features. Et donc, pour ces features, elles posent des problématiques où elles accentuent des problématiques qu'on a déjà dans le data lake, mais qu'on a beaucoup plus sur les features, qui sont le versionnage et le côté transformé au bon format pour le bon modèle, etc. Donc, le feature store, voilà, il faut le retenir comme une variation du data lake qui est adaptée au calcul de features. Et il y a à peu près 2 stratégies. Il y a toujours l'idée qu'on veut cataloguer les features qu'on met à disposition. Il y a toujours l'idée qu'on veut faire du service en batch ou en real-time selon les besoins du projet. Mais ensuite, il y a 2 stratégies. Il y a une stratégie qui va consister plus à stocker et versionner des gros sets de features. Donc, on va calculer les sets de features et on va les rendre disponibles, par exemple, sur des tables ou des sets de fichiers, etc. Donc là, le calcul est fait à l'avance. Et l'autre stratégie, c'est plus on va faire des librairies de calcul. Et comme ça, chaque projet va pouvoir piocher dans la librairie et pouvoir récupérer une définition d'une feature qui est propre, qui est versionnée, qui ne changera pas d'un projet à l'autre. Par exemple, si on prend une feature pour des données de vente, ça va être la vélocité, c'est combien il y a eu de ventes, par exemple, dans les 14 derniers jours pour cet utilisateur-là. Ben là, j'ai donné 14 derniers jours, mais peut-être pour une autre équipe, c'est 15 derniers jours. Peut-être pour une autre équipe, ça va être juste les dernières 24 heures. Ben, en fait, ça doit être résolu à l'échelle de l'entreprise. Et le Feature Store, il sert à ça, à dire, voilà, la vélocité, c'est ça. On peut faire une vélocité 24 heures, une vélocité 14 jours, mais en tout cas, quand on prend une vélocité 14 jours, on a tous la même définition. Et si on doit faire évoluer les choses, soit on fait évoluer le stockage des sets de features, soit on fait évoluer la librairie de calcul. Mais en tout cas, on partage tous la même définition. Et en plus de ça, il y a cet effort qui est fait pour qu'elle soit vraiment servie pour soit en batch, soit en real-time, mais vraiment ce qu'il faut pour pouvoir être utilisé par les modèles. Ensuite, il y a le modèle repository. On l'a dit plusieurs fois, pour répondre à un besoin métier, il va falloir tester plusieurs algorithmes. Des fois, on va faire varier l'algorithme, des fois, on va faire varier le dataset. On peut prendre un dataset plus ou moins grand ou faire de l'augmentation ou de la diminution du rebalancing de dataset avec différents paramètres. Et on peut aussi entraîner avec différentes infras. On peut tester de mettre du GPU, de mettre du parallélisme, de paramètres, etc. Et puis, des fois, c'est imposé aussi par le modèle. Donc, toutes ces expérimentes, finalement, on peut les résumer à un algorithme, généralement dans un container,
un dataset, généralement généré par un script, ça peut être un script Spark par exemple, et une infra de training. Et ces trois éléments-là, on fait tourner l'entraînement, on récupère un artefact de modèle, donc on récupère le modèle, et ensuite on peut passer au déploiement. Pareil pour les déploiements, un algorithme, un modèle, une infra, et on récupère un serveur de prédiction. Ce que va apporter le fait de prendre le temps de concevoir un modèle repository, c'est ce côté versionning, ce côté je ne perds pas en fait la trace des expérimentes que j'ai fait, surtout si je vais en faire peut-être 100 ou peut-être beaucoup plus. Par exemple, dans certains projets, on va lancer automatiquement un entraînement tous les jours. Bah forcément, au bout de 200 jours de projet, on se retrouve avec 200 expérimentes et il faut pouvoir comparer qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Donc là, on voit un peu la logique de versionning où quand on fait un déploiement, le déploiement WXYZ, eh ben, on sait exactement quel est le dataset qui a servi à l'entraînement de ce modèle, quel est l'infra qui a servi à l'entraînement, etc. Donc ça, c'est la problématique résolue par le modèle repository. Le dernier gros élément d'une machine learning platform, c'est la microservice factory. C'est le côté, je suis data scientist, j'ai répondu à la problématique métier. En tout cas, j'ai fait peut-être un prototype dans mon coin. En fait, il va falloir le mettre en production. Donc là, je ne peux pas montrer une archi générale, mais on va le voir sur un exemple. Donc là, un exemple de service de machine learning en real time, généralement, de manière très classique, ça ressemble à ça. Il y a un appel d'API par un client. Une gateway va se charger en fait d'aller chercher les features qui manquent, qui n'étaient pas dans le call initial. Elle va préprocesser tout ça pour mettre ça au format du modèle. Elle va appeler le modèle et récupérer la prédiction. Donc, en fait, quand on a un besoin comme ça, ultra classique, hein, on se retrouve à avoir des composants qui sont vachement bien délimités en fait. Une gateway, un serveur de prédiction, le feature store, les pipelines de préparation des données et quelques connecteurs aux sources. Et tout ça, c'est vraiment ça qu'on ne veut pas refaire de projet en projet. Et c'est un peu l'idée centrale de la MLP, c'est de prendre ces briques-là et de les faire, entre guillemets, une bonne fois pour toutes. Donc après, il y a deux approches. Donc, soit l'approche qui est sur la gauche ici, qui est l'approche un peu ligne d'assemblage, qui est une approche où on va dire, voilà, vous voulez mettre en place un microservice qui contient du ML, voilà l'architecture idéale. Et on a essayé de tailoriser au maximum, de séparer au maximum les différentes briques. Et finalement, c'est la plateforme qui fournit elle-même une architecture. On dirait, voilà, je veux faire un projet où il y a du service en temps réel. Et ben, hop, ça sera cette architecture et pas une autre. Donc ça, c'est l'approche plutôt, justement, très plateforme, très on prend par la main et on impose des conventions. Et après, il y a l'autre approche qu'on retrouve par exemple chez Netflix, qui est plus des briques où on va prendre ces briques-là, les briques de différentes couleurs, et en fait, on va juste les donner aux data scientists et ce sera aux data scientists de dire, pour mon projet, finalement, j'ai besoin de ces briques-là et soit l'imbrication va être faite d'une manière qu'on peut imbriquer des choses qui marchent ensemble, soit ce sera au data scientist de définir l'imbrication qu'il veut. Mais dans ce cas-là, au moins, on ne refait pas les composants à chaque fois, on ne refait pas une gateway par projet. On prend un composant qui existe déjà et on l'ajoute à son archi. Je finis par une petite dernière partie sur l'impact sur les métiers data, parce que les machine learning platforms, on en voit de plus en plus, et chez les géants,
mais aussi chez des sociétés un peu plus petites comme Ubisoft. Et on en voit aussi de plus en plus dans des repos open source que tout le monde peut utiliser, mettre en place. Et donc, forcément, ça transforme le métier, les différents métiers de la data. Donc, le data engineer, il se retrouve de plus en plus, on lui demande de plus en plus de ne pas être seulement fournisseur de données, mais fournisseur de features. Donc, il n'y a plus seulement cette notion de qualité des données, mais aussi vraiment de qualité des calculs qui sont un peu de la tambouille interne. Du côté des architectes, architectes Big Data et DevOps, c'est encore le cas en ce moment. On demande vraiment, on a tel projet, par exemple, on a un projet de fraude, sortez-moi une archi qui va bien tourner. En fait, on se déplace du sur-mesure vers, on design des blocs. Et en fait, le projet de fraude, il peut réutiliser des blocs qui serviront à un projet, qui ont déjà servi à un projet de recommandation ou de forecasting. Voilà. Côté vraiment des data scientists, donc data scientists et machine learning engineer, il y a un peu une perte du monopole du machine learning. C'est de plus en plus courant qu'on va demander à un data engineer d'inclure du machine learning parce qu'on n'a pas de data scientist sous la main. Et le data engineer sera très capable de le faire, surtout s'il est aidé par une plateforme. Et donc, les data scientists, ils perdent ce monopole et ils se déplacent plus vers une spécialisation. Ça peut être une spécialisation qui est au niveau de la problématique métier, style un expert de la fraude, ou ça peut être une spécialisation technique, réseau de neurones, traitement du langage naturel, traitement des images, etc. Voilà. Donc, c'est tout pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Des éléments sur lesquels vous voudriez qu'on revienne? Si vous avez des questions, c'est le moment. Ça se passe dans le chat. Vous pouvez poser les questions. Si ce n'est pas trop technique ou si ce n'est pas trop long, on pourra toujours vous répondre par mail avec plaisir, mais sinon, on est dispo. La première question, c'est toujours la plus difficile. Non, sinon, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Donc, Eri nous demande s'il y a des exemples de repos. Et tu peux très facilement trouver Metaflow et MLflow, qui sont tous les deux open source. Il y a même pas mal de tutos, d'exemples en fait, pour, on va dire, pour les beginnings, pour déployer les modèles classiques, genre Amnist, etc., avec Metaflow ou encore MLflow. Même des cas d'usage beaucoup plus poussés. Hein. Après, ça reste quand même assez complexe et il faut s'accrocher un peu, surtout au début. Ouais. Adriana nous dit, pourrais-tu nous donner une définition de data lake? C'est difficile de donner une définition de data lake sans parler aussi de data warehouse. Le data lake et le data warehouse, c'est deux solutions qui permettent de centraliser les données. Ok, on termine. Donc, excusez-moi. Donc, data lake et data warehouse, c'est deux solutions qui permettent de centraliser les données. La stratégie du data lake, ça va être de stocker immédiatement les données et de voir plus tard comment on les exploite. Et donc, l'accent, il est vraiment mis sur le fait de stocker facilement et de cataloguer tout ce qui est stocké, parce que comme on stocke une tonne de trucs, il y a des trucs qui servent à rien, etc. Et il faut un catalogue pour naviguer dedans et voir ce qu'il y a. Et le data warehouse, c'est la stratégie opposée. On fait hyper attention à ce qu'on met dedans, on structure tout ce qu'on met dedans et tout ce qui est dedans est exploitable. Mais du coup, le compromis, c'est que ça demande un effort en amont. Et en fait, des fois, et surtout pour les problématiques de machine learning, on ne sait pas si un dataset va être intéressant.
ou des fois, on sait qu'il va être intéressant, mais peut-être qu'il sera intéressant dans 2 ans. On n'a pas envie de faire l'effort de nettoyage, de préparation à l'avance. C'est un peu les deux stratégies de centralisation. Y a-t-il d'autres questions peut-être? N'hésitez surtout pas dans le chat. Bon, ben, merci beaucoup. Merci tout le monde et peut-être à très bientôt pour un autre webinaire, c'est sur un autre sujet. N'hésitez pas à nous suivre et à suivre Sorette sur les réseaux. Voilà. À la prochaine. Bon après-midi à tous. Bonne journée.